Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bon, comme tout le monde, hein, profitez un peu de se reposer, préparer quelques cours, des TD, mais voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de banques de données. Alors, en fait, il y a énormément de banques de données. Donc là, c'est purement présenté. C'est pas un cours sur les banques de données, hein, c'est pas un cours d'informatique hein, sur comment créer une banque de données, ce genre de choses, hein, puisque ça relève vraiment de l'informatique. Mais là, c'est essayer de vous présenter une banque de données sur laquelle on travaille régulièrement. Alors c'est celle-là ou une autre, hein. Je vais vous parler qu'il y en a d'autres, mais bon voilà, c'est une assez généraliste qui nous permet de travailler sur les génomes, se récupérer des séquences. Et donc du coup, on va voir un peu comment interroger la banque, comment récupérer des séquences, quelles informations on peut tirer sur ces banques. Donc je vais vous présenter. Bon, j'ai mis une petite diapo. Ah tiens, c'est marrant, ça passe pas. Tiens, c'est étonnant, mais... Ah si, voilà. Ok, donc là j'ai essayé d'énumérer un petit peu tout ce qu'on pouvait récupérer comme données hein, qui concernent les génomes. Donc ça peut être des données bien sûr de séquençage. Donc là je vous ai mis une illustration de ce qui sort d'une plateforme de séquençage avec effectivement des pics de couleurs en fonction des nucléotides qui sont lus par passage sur séquenceur. Je vous ai mis des aliments de séquence, je vous ai mis, on s'intéressait également aux structures tridimensionnelles des protéines, on peut faire de la phylogénie, on peut faire bien sûr tout ce qui est du métabolisme, enfin du métabolome, de l'expression, c'est-à-dire de tout ce qui est transcriptomique. Là, je n'ai pas mis d'illustration non plus sur la protéomique, hein, tout ce qu'on peut faire avec des séquences, soit ADN, ARN, soit des protéines, soit encore effectivement des voies métaboliques sur lesquelles on s'intéresse et qui permettent de faire effectivement de la comparaison entre les différents organismes, ce genre de choses. Donc on a énormément de données. Donc il a fallu que, bien sûr, le travail des chercheurs, c'est de rendre disponibles les informations sur lesquelles ils travaillent, les données hein, sur lesquelles qu'on a récupérées. Et donc, bien sûr, il faut essayer de trouver des plateformes sur lesquelles on peut partager nos informations et les rendre disponibles à tout autre chercheur qui souhaiterait les utiliser. C'est vraiment pénible. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il n'y a pas une banque centrale, hein. Alors, au début, il y a eu quelques banques bien précises hein, sur, par exemple, uniquement les banques de séquences d'ADN, par exemple. Et puis, au bout d'un certain temps, effectivement, vu qu'on récupère énormément d'informations, il a fallu multiplier des banques. Alors, il y a toute une série de banques de données. Effectivement, quand vous serez amené à travailler dans un laboratoire de recherche, en général, on vous dit, tu peux aller récupérer des informations sur telle banque de données généralistes, ou alors t'intéresser, je sais pas, vous travaillez sur Arabidopsis, on va vous dire, vous allez avoir la possibilité d'utiliser une banque où il y a toutes les informations sur cette plante. Vous travaillez sur la drosophile, il y aura aussi une banque sur qui sera spécialisée, on pourra effectivement trouver plein d'informations. Et puis, il y a d'autres banques spécialisées en fonction des données comme la diapo que je vous ai présentée précédemment, qui s'intéressent soit des études de structure tridimensionnelle des protéines, de phylogénie ou ce genre de choses. Une banque de données, elle vit parce qu'effectivement, on y introduit fréquemment des informations, pas forcément quotidiennement, bien sûr, et effectivement, c'est mis à jour de manière régulière. Si vous participez un jour à la création d'une banque de données, et que cette banque de données
elle a une durée de vie que le temps du projet, hein. Maintenant, on a beaucoup de recherches qui sont financées sur des projets de recherche. Un projet de recherche qui dure 3 ans, 4 ans. Donc, vous créez une banque de données. Si au bout des 4 années de ce projet, les chercheurs continuent à travailler sur autre chose, effectivement, la banque de données s'épuise, ne se renouvelle plus et au bout d'un certain temps, les gens ne s'y connectent plus parce que effectivement les informations sont trop anciennes. Donc il faut aussi penser à ça, si un jour vous êtes amené, ou pour ceux qui sont informaticiens, à participer à une banque à la création d'une banque de données, effectivement il faut quand même se poser la question du temps consacré, du coût consacré à la création d'une banque de données, si c'est pas pour qu'elle vive dans le temps, et qu'on y mette régulièrement des informations, qu'on la mette à jour, etc., effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans ces cas-là, on conserve les données sur un serveur local du laboratoire et puis ça suffit largement. Je vous rappelle que si jamais vous citez une banque de données, c'est-à-dire que vous, dans votre rapport de stage, par exemple, ou un rapport bibliographique, vous mentionnez que vous avez consulté et récupéré des informations dans une banque de données. En général, on met le lien HTML, la source HTML, mais en général, on met aussi à quel moment on a consulté la page. Parce qu'effectivement, les informations que vous avez mis dans un rapport, 6 mois après, 1 an après, si on reprend votre rapport, on ne va pas trouver les mêmes informations que vous avez données. Parce que effectivement, à l'époque, je ne sais pas, vous intéressez au génome d'une bactérie d'un genre particulier, vous dites que effectivement il y a, je sais pas moi, 155 génomes de séquencés pour différentes espèces, et puis les gens reprennent votre rapport 6 mois après, 1 an après, il n'y en a plus 55, mais il y en a 90, et on dit vous avez écrit quelque chose qui n'est pas correct. Donc mettez les dates à laquelle moi je vous ai mis, puisque j'ai refait mon diaporama, j'ai remis à jour en fonction de ce que je vous présente, je l'ai refait là en fin de semaine dernière, je vous ai mis tout ce que je vous ai mis comme info, c'est les données du 26 février. Effectivement, des fois il y a certaines diapos que je garde d'une année sur l'autre, que vous ne voyez pas, mais que je garde moi, et puis je regarde les chiffres, effectivement, dans ce que je vous montre, effectivement, ça évolue, le nombre de séquences au fur et à mesure augmente d'une année sur l'autre. Moi, je le garde juste comme ça pour voir un petit peu l'évolution un petit peu de ce que ça donne. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque année, il y a une revue scientifique qui s'appelle Nucleic Acid Research qui publie un numéro chaque année au mois de janvier, un numéro spécial sur les bases de données les plus importantes, et puis ils introduisent aussi des nouvelles banques de données. Donc c'est toujours la même référence là-haut. Si vous voulez celui de l'année prochaine, vous taperez 50, et en général, moi je suis reparti là-dessus. Sinon, vous allez directement sur Nucleic Acid Research. Et donc, effectivement, sont présentées les différentes banques de données. Alors, je vous ai juste remis une diapo juste avec le contenu, comment c'est rangé cette année. Alors, c'est variable des fois selon les années. Donc, cette année, il y a un premier chapitre qui concerne les banques de données majeures, dont une de celles qu'on va regarder aujourd'hui. Et puis après, il y a tout ce qui concerne, ça a été rangé comme ça, tout ce qui concerne les séquences nucléiques, nucléotidiques, les protéines, tout ce qui concerne le métabolisme, tout ce qui concerne les virus, bactéries, etc., le génome humain, etc., après d'autres sur les plantes, etc. Donc c'est rangé comme ça. Je crois que je vous en ai pas mis, je n'ai pas mis plus de détails, non, je n'ai pas mis plus de détails. Voilà, mais sachez que ça existe, et c'est vrai que du coup, ça peut, si vous êtes amené à travailler dans un domaine bien particulier, c'est vrai que des fois, on ne sait pas forcément toujours quelles sont les nouvelles banques de données qui pourraient nous intéresser. Donc là, c'est un numéro spécial qui est publié chaque année depuis déjà de nombreuses années. Et donc, et qui du coup vous permet de récupérer. Donc moi j'ai juste regardé les premières, celles qui
sont les plus les majeures, hein, celles qui sont les plus répandues, qu'on utilise le plus. Parmi celles-ci, je vous ai sorti juste les premières pages de ces banques majeures. Donc, il y a le NGDC qui vient de Chine, qui doit être assez récente, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas énormément jusqu'à présent. Alors cette banque de données, elle est organisée, mais toutes les autres seront pareilles, hein, celles qu'on va consulter en détail, la banque américaine est pareil. En fait, vous avez toute une série de sous-bases de données, donc c'est un grand site, hein, sur lequel on se connecte, et puis après on peut interroger différentes banques de données. Hein, il y a tellement d'informations que du coup, c'est plus possible de interroger globalement. Hein. Donc, on peut interroger, on verra sur le site du NCBI, c'est ce qu'on va faire. Mais on peut aussi décider de n'utiliser qu'une base de données bien connue et de refaire la recherche que dans cette banque de données. Donc là, je vous ai juste illustré un petit peu, vous montrer à quoi ça ressemblait, etc. Mais bon, c'est pas sur laquelle on va travailler. Et en général, hein, sur les banques étrangères, hein, quand ce n'est pas de langue anglaise, il y a la possibilité, au départ, quand je me suis connectée, j'étais sur la page en chinois, vous avez toujours un lien en général pour vous connecter sur la version anglaise, hein, anglo-saxonne du site. Il y a une page spéciale pour le Covid, hein, donc je n'ai pas été regarder en détail, hein, mais bon, effectivement, ils ont fait une page spéciale, un endroit où on peut effectivement regarder. Là, on a, je sais pas, c'était, je vous ai dit le 26 février, oui, je l'ai marqué là en dessous. Effectivement, il y avait 600, non, si c'est ça, 611 815 séquences du SARS-CoV-2. Hein. Donc effectivement, vous avez toute une série d'informations là-dessus qui recensent effectivement les différentes séquences. Hein. C'est comme ça qu'on détermine les mutants. Alors, on en a plein. Hein. Jusqu'à présent, on parle hein, là en ce moment de 3, 4 variants parce qu'ils sont plus contagieux, qui risquent de causer plus de problèmes que la version, on va dire, originale, mais des mutants, hein, il y en a, il y a quelque temps, il y en avait au moins 3000 hein, qui avaient été détectés hein, par alignement de séquences. On se rend compte qu'effectivement, ça mute hein, de manière régulière. Effectivement, il y a des mutations qui sont létales et bon, ça disparaît. Et puis, il y en a qui donnent un peu un avantage. Et effectivement, c'est ceux-là qui, enfin un avantage malheureusement pour le virus, et effectivement, c'est ceux-là qu'on craint le plus. Hein. Mais des mutations, hein, il n'y a pas que ceux dont on parle en ce moment, les variants sud-africains, britanniques et brésiliens, hein, mais bon, vous avez aussi bien sûr plein d'autres mutations qui existent, sauf que effectivement, ça ne conduit pas à un changement qui a montré que par exemple le virus était par exemple plus contagieux. Donc là, bien sûr, c'est des choses nouvelles hein, que les banques ajoutent au fur et à mesure dans leur contenu. La banque européenne, alors bon, c'est un choix. Moi, je travaille toujours sur la banque américaine. Je pourrais travailler sur la banque européenne. Bon, je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Vous aurez peut-être un jour à travailler dans un laboratoire où les gens utilisent le système européen. Bon, moi, j'ai toujours pris l'habitude de travailler sur le site américain. Effectivement, c'est celui-là dont je vais vous présenter, mais effectivement, c'est pareil pour toutes ces banques très généralistes. Hein. Vous avez la possibilité d'interroger, donc en général, ça se présente comme ça, hein, comme sur les autres. Vous mettez votre recherche, hein, votre requête ici, et puis par défaut, il regarde dans toutes les banques de données qu'il a. Hein. Donc là, c'est la même chose. Donc, je vous ai refait un autre petit copie d'écran. Hein, quand on regarde, parce que je ne pouvais pas le faire d'un coup, quand vous regardez le menu déroulant, ben là, vous voyez que soit vous interrogez toutes les bases de données d'un coup, soit vous sélectionnez une des bases de données. Donc là, effectivement, vous pouvez, par exemple, si vous vous intéressez qu'aux séquences en acides aminés, eh ben, vous allez interroger que la banque protéines sequences, et puis vous allez appliquer votre requête que à ces banques
précises, hein. Il y a aussi de la littérature, vous voyez, les sous-banques qui existent sur le site de MBL. Alors ça, il y a aussi des services. Donc là, je ne crois pas que j'ai gardé la diapo associée, mais on en reparlera sur le site du NCBI. Donc bien sûr, il y a la possibilité d'interroger la banque, mais il y a aussi la possibilité de travailler sur les séquences, hein, principalement sur lesquelles on a récupéré les informations. Donc il y a toute une série de services. Je ne crois pas que j'ai mis la diapo. Ah si, j'ai mis un petit peu une diapo. Je me disais que j'avais été un peu regardée. Donc bien sûr, il y a des choses qu'on peut aller regarder de plus près. Il y a des outils, hein. Parmi les outils, il y a ce qu'on appelle aussi enfin, la recherche de BLAST qu'on fera également sur l'autre site, hein, à partir de, je crois que c'est Pierre vous a présenté, hein, Pierre Brézélet vous a présenté la recherche de séquences qui ressemblent à la vôtre dans les banques de séquences, hein, donc du BLAST sur le site de l'EMBL, bien sûr, mais on peut le faire aussi sur le site américain que nous, on utilisera. Mais bon, c'est simplement une histoire d'habitude, hein. Mais bon, après, ça ne change pas grand-chose. Simplement, quand on connaît bien une banque de données, on a l'habitude effectivement de travailler principalement avec une des banques. Je vous ai mis quand même la banque japonaise, hein, la DDBJ. Elle est sortie il y a quelques années et c'était associé à le MBL et la banque américaine pour fusionner leurs données. Avant, c'était très... Bon, ça remonte maintenant à, je sais pas, au moins plus de 10 ans maintenant que les banques ont décidé de fusionner, je pense, même peut-être même un peu plus. Avant, c'était totalement indépendant, c'est-à-dire que les gens déposaient des séquences sur la banque japonaise, par exemple, et elle n'était présente que sur la banque japonaise et on ne les retrouvait pas sur les autres banques, par exemple la banque européenne, le MBL. Donc ils ont fait un consortium et ils ont décidé de partager leurs séquences pour que effectivement les chercheurs ne soient pas obligés de mettre les séquences dans une des banques et qu'elles ne soient disponibles que là, mais au moins les partager au plus grand nombre. Donc effectivement, les séquences que vous allez retrouver dans n'importe quelle des banques, hein, effectivement, vous allez les retrouver, les séquences brutes, hein, vous allez les retrouver dans les différentes banques de données. Ça a pris un peu moins d'importance, elle n'était même pas citée dans l'article du Nucleic Acid Research, parce qu'il y a peut-être moins de services à essayer de développer de manière moins importante, hein, au niveau des informations, et donc c'est resté surtout banque de séquences nucléotidiques. La petite dernière sur laquelle on va travailler, c'est la banque de séquences américaine. Donc c'est certainement une des plus anciennes, hein, avec au tout début vraiment quelques séquences, hein, les quelques premières séquences qui sont sorties. Et puis au fur et à mesure, effectivement, ça a pris quand même beaucoup d'ampleur. Et effectivement, c'est une des grandes banques sur lesquelles les chercheurs travaillent. Alors, ça se présente de la même façon, hein, on va voir comment on interroge, mais là, vous voyez, c'est sur la même chose que sur le site américain, européen. Vous avez la possibilité d'écrire dans le rectangle ici une requête et puis d'interroger soit toutes les banques de données, soit spécifiquement une banque particulière. Et puis là, vous avez les outils, hein, ce qui est les ressources les plus utiles. Donc, on verra, on en parlera un tout petit peu, tout ce qui est la littérature, hein. Il y avait la même chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la diapo de l'EMBL, il y avait aussi une des banques de données qui s'appelait littérature. Et puis, vous pouvez travailler sur la banque GenBank, la banque des séquences nucléotidiques. Vous pouvez travailler sur les génomes, sur du polymorphisme de type SNP, sur des gènes particuliers, sur des protéines. Et puis on retrouve le BLAST, hein, sur lequel on va travailler en TD pour essayer de bien essayer de maîtriser un petit peu les sorties de ce logiciel qui, comme vous l'avez présenté Pierre, vous permet d'essayer de trouver dans les banques de séquences des séquences qui ressemblent à la vôtre. Hein. Donc on a plusieurs façons de faire de la recherche de BLAST, on en reparlera de manière concrète dans 2 TD.
Donc, je vous ai gardé ça, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus récent. Donc là, c'est l'accroissement des données hein, en paire de base, hein, en bleu. Hein. Donc effectivement, ça a commencé à prendre énormément d'ampleur hein, dans les années 2000. Hein. Il y avait peu de séquences et puis après, bah, ça a explosé avec les méthodes plus modernes de séquençage, hein, l'obtention énormément de séquences. Et ben effectivement, ça a monté en puissance. J'ai pas trouvé quelque chose de plus récent que 2013 sur un graphique de ce type-là. Ça, c'était un graphique sur le site du NCBI, mais j'ai pas retrouvé l'équivalent, hein, peu importe. Et puis, effectivement, il y a aussi les différentes banques. Hein, donc, la GenBank, donc c'est la séquence surtout sur les nucléotides. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure, eh ben, ils ont créé des autres banques de données. Hein, au fur et à mesure, parce que effectivement, les premières banques qui existaient, où on mettait des séquences en nucléotides, des séquences en acides aminés, etc., ben, ça commençait à devenir beaucoup trop volumineux. Donc, ils ont décidé, au fur et à mesure, de créer d'autres banques de données pour conserver des données spécifiquement, par exemple sur le génome humain, ben, plutôt que de mettre tout à un endroit, ben, ils ont créé d'autres sous-banques et quand les gens travaillent sur le génome humain, ben, ils vont s'intéresser uniquement à cette banque de données Human Genome parce qu'ils ont pas grand-chose à faire de la banque générale de GenBank où effectivement on va trouver les séquences de plantes, de virus, de bactéries, d'archées, etc. Hein. Donc effectivement, les gens vont interroger spécifiquement une des banques qui leur sont un peu, on va dire, un petit peu plus spécifiques. Alors, bah pareil, hein, j'ai juste mis, hein, c'était juste, c'était aussi une petite ressource sur le SARS-CoV-2, effectivement aussi qu'ils ont créé. Je crois qu'on le voit sur, ah non, pas, on le voit pas sur la première page, mais on verra après. On voit ce bandeau un petit peu partout. Hein, donc, j'ai juste fait un petit focus dessus pour que effectivement bah, vous vous rendiez compte que bah, effectivement on accumule spécifiquement des données pour que les chercheurs puissent bah, plus facilement récupérer ces informations. Bah, il faut mieux provisoirement faire quelque chose qui soit lié à toutes ces données de séquençage hein, pour que effectivement ça soit plus facile d'aller en retravailler dessus. Alors, ça, ce sont toutes les banques de séquences qui existent. Ah, j'ai vu qu'il y avait un message il y a tout un coup. Non, Illumina, c'est une technique de... Hélène, bah, malheureusement, va faire ses cours, va faire le cours de séquençage le 15 mars. Hein, donc, on est un petit peu, bah, c'est un peu fonction de... des cours des autres UE et donc Hélène donne des cours aussi dans l'UE de L3 et donc comme c'est le même créneau horaire, effectivement on a un petit peu changé l'ordre des choses. C'est vrai que moi souvent je vous parle je vais vous parler un petit peu d'assemblage des génomes lors du prochain cours alors que on n'a pas encore parlé du séquençage, mais bon c'est pas grave, c'est pas bien grave dans le sens que vous parliez du séquençage après ou que je vous parle comment on essaye de terminer à l'assemblage d'un génome, c'est pas c'est différent, hein, puisque c'est des techniques, les techniques de séquençage, on peut très bien les voir à un moment particulier pendant le cours. Alors, les différentes groupes de banques de données sur le NCBI, donc plusieurs sur la littérature, sur des informations sur les gènes, sur les protéines, hein, et puis voilà, les autres hein, sur les données de génome, sur une partie génétique, donc là c'est plus du bio, du médical, hein, et puis des données plus autour de la chimie. Donc là je vous ai mis un lien hein, où il y a un détail, hein, j'avais quelques diapos avant où il y avait un peu à chaque fois pour les différentes sous-banques, un petit peu une petite information. Hein, ah, il y a quelqu'un qui me dit que vous avez un peu du mal à m'entendre. Il y a un problème pour certains d'entre vous?
Non, ça va? Non. Bon, ok, merci. Bon, normalement, j'ai le casque avec le micro, donc en général, on m'entend. Peut-être, vous me direz s'il y a encore à nouveau. Donc, je vous disais, j'ai mis le lien. Hein, donc là, effectivement, si un jour vous êtes amené à vouloir travailler plus sur une sous-banque de données, effectivement, vous avez un guide hein, avec à chaque fois un petit peu un détail des différentes banques de données. Hein. Donc, nous, on va interroger pas énormément de banques. Hein. On va s'intéresser surtout aujourd'hui à tout ce qui est séquences nucléotidiques. Et c'est vrai que bon, moi j'ai choisi des nucléotides, mais ça aurait pu être également sur les séquences de protéines, hein, la banque des séquences protéiques hein, qui s'appelle Protéines. Bon, moi j'ai fait le choix de vous présenter surtout ce qui concernait les séquences en nucléotides. Alors, pour les recherches dans les banques, alors il va y avoir un TD. Ah, ouais, c'est peut-être, ouais, Mélanie, ouais, c'est peut-être bien de se reconnecter. Ouais, c'est un problème parce qu'il semblerait que tu sois la seule, Sandra, à pas bien m'entendre. Donc, il va y avoir un TD que je vous propose de faire en asynchrone, c'est-à-dire tout seul chez vous. Donc là, bien sûr, il y a toutes les infos qu'on va donner aujourd'hui, il y a toutes les diapos correspondantes, et puis après, c'est un TD où on vous demande d'aller rechercher des informations, etc. Donc, on avait fait ça l'année dernière quand on s'est retrouvé en confinement du jour au lendemain. Donc, du coup, la première semaine, comme moi, j'avais déjà fait le cours sur les banques de séquences, mais qu'on n'avait pas fait le TD, j'avais proposé effectivement de le faire chacun chez soi. Alors, je ne sais pas comment je vais organiser, par contre, pour le suivi. Je vais voir si je peux créer un forum ou je ne sais pas, pour voir un petit peu quelle est la meilleure solution pour pouvoir répondre à vos questions ou éventuellement par mail. Mais bon, je vais essayer de voir pour créer une espèce de petit forum où je puisse vous répondre de manière régulière sur le TD, et je vais vous proposer de le faire pendant, je sais pas, quinzaine de jours, quelque chose comme ça, d'avoir le temps de le finir. Et puis après, je donnerai une correction hein, du DTD. Bon, il faut juste que je revoie parce qu'effectivement, la correction que j'avais donnée l'année dernière, eh ben, forcément, elle était fonction des données de 2020. Donc effectivement, il faut que je le remette à jour. Et vous verrez que malheureusement, entre le moment où vous allez le faire, si jamais vous le faites, enfin là pour l'instant je ne l'ai pas mis encore en ligne, mais entre le moment où vous allez le faire, par exemple si vous le faites le 4 mars et que je vous donne la correction, on va dire, le week-end du 15 mars, quelque chose comme ça, hein, nous avons un Discord sinon sur lequel on a mis en place. Ok, vous me redirez ça, hein, si vous avez mis un serveur Discord. Moi, j'ai aussi un serveur Discord aussi que j'avais fait l'année dernière sur le 423. Oui, oui, on peut éventuellement faire ça aussi. C'est vrai, j'ai plus pensé. L'année dernière, c'est vrai que quand on s'est retrouvé en confinement, j'avais créé un serveur spécial pour le BI 423 et j'avais fait mes premiers cours dessus. Et puis après, il semblerait, il y avait des étudiants qui avaient du mal à suivre en direct. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai ce serveur Discord. Ouais, on va réfléchir à ça. Mais je veux bien, Rodolphe, que tu m'envoies le lien, que tu me redonnes l'info par mail, s'il te plaît. Donc, normalement, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans ces diapos. Donc, on va y aller parce qu'il est déjà plus de bonne heure. Donc, on va... Il n'y a rien de bien méchant, mais bon, il faut vraiment que vous sachiez récupérer des données de séquences. Alors, j'ai pris le plus classique, les séquences nucléiques, parce qu'effectivement, c'est peut-être celle que vous allez effectivement le plus utiliser, quel que soit le sujet sur lequel vous allez travailler plus tard, que ce soit sur un projet biblio, dans un stage de master ou ce genre de choses. Hein, c'est peut-être le plus classique hein, de travailler sur des séquences nucléiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Il ne faut pas oublier que les sites sont en anglais.
toutes les revues scientifiques qui publient des articles sont en anglais. Et donc faites attention, il faut que vous alliez récupérer les mots en anglais quand vous faites vos requêtes pour interroger les banques de séquences. Sinon, effectivement, vous risquez de ne pas trouver énormément d'informations dessus. Donc, je vous ai dit, pour interroger par défaut, il vous propose la totalité des banques de séquences. Vous allez mettre dans le cadre votre requête. Donc là, effectivement, j'ai mis le terme thalassémie. Donc, je vous rappelle juste, la thalassémie, c'est une forme d'anémie. Problème d'hémoglobine. Alpha ou bêta. Donc, il y a des alpha-thalassémies, il y a des bêta-thalassémies en fonction de la protéine, si c'est une alpha ou une bêta qui est touchée. Donc, c'est une mutation qui conduit effectivement à des formes plus ou moins sévères d'anémie, et donc c'est effectivement héréditaire. Donc, le terme en anglais, c'est thalassémia. Donc là, j'ai remis au jour cette page donc le 26 février, donc pour avoir des données on va dire un peu plus récentes. Donc là, vous voyez comment c'est présenté les résultats. Quand vous interrogez sur l'ensemble des banques, il vous propose le nombre de fiches correspondantes dans les différentes banques. Donc là, effectivement, si on regarde pour les nucléotides, les séquences en nucléotides, vous voyez qu'il y a 17 700 séquences de disponibles. Pour les protéines, vous avez 3257 séquences. Pour, on va dire, la banque de données la plus utilisée, qui est PubMed, que ce soit PubMed ou PubMed Central, peu importe, vous avez le nombre de références, c'est-à-dire que par exemple dans PubMed, vous allez trouver 29 000 articles qui traitent de la thalassémie. Bien sûr, si vous faites une recherche bibliographique, vous avez intérêt à mettre d'autres termes. On verra qu'on peut faire de la recherche avancée, parce qu'effectivement, vous n'avez pas regardé 29 000 articles pour essayer de trouver ceux qui vous intéressent. Donc, il va falloir faire une requête, mais ça, c'est valable, quel que soit les sites que vous utilisez, même sur Google ou sur un autre explorateur. Il faut essayer de faire une recherche un peu plus avancée avec des mots-clés pour que effectivement on diminue le nombre de références ou le nombre de pages web qu'on vous sort, sinon vous allez avoir du mal à vous en sortir. Lorsque vous avez quelque chose qui vous intéresse, effectivement, vous allez regarder. Donc là, moi, j'ai cliqué sur PubMed, donc là, ici, là, sur la page avant. Et donc, vous avez les résultats. Et là, effectivement, vous avez les articles. Donc, effectivement, là, ça doit être rangé par les articles parmi les plus récents. Non, oui, les plus récents, c'est marqué ici. Les plus récents, vous voyez que vous avez des articles du mois de janvier 2021, même etc. Donc des articles plus récents, et à chaque fois vous avez au moins le résumé. Et puis si c'est gratuit, là il vous dit par exemple que ici effectivement vous avez accès directement à la totalité de l'article en full text, c'est-à-dire la totalité de l'article. D'accord? Donc sinon sur PubMed vous avez toujours au moins le résumé de l'article. Donc si un article vous ne l'avez pas même en entier, en full texte, vous pouvez au moins déjà regarder sur le résumé si ça vous intéresse, et au moins aussi, si ça vous intéresse, rechercher les autres mots-clés qui pourraient vous être utiles pour effectivement faire une requête un petit peu plus avancée pour que vous ayez de meilleurs résultats. Alors c'est pareil, sur PubMed, il faut faire un tout petit peu attention aussi, parce que effectivement, selon les données sur lesquelles vous travaillez, malheureusement, ça arrive que vous ayez effectivement c'est quand même avant tout, PubMed, c'était quand même très médical. Moi, je sais que je travaille sur une plante. C'est pas forcément dans PubMed que je vais aller rechercher les articles qui m'intéressent, mais effectivement, c'est de la littérature bien sûr qu'on va lire également, mais effectivement, c'est pas forcément les meilleures sources. C'est pas toujours la meilleure source pour aller récupérer des articles qui nous intéressent. Alors, on va s'intéresser à la banque nucléotide, donc celle qui est en bas, que j'ai encadrée ici. Et on va voir les informations que l'on va pouvoir récupérer dans
dans cette banque nucléotide. Donc là, vous voyez qu'en réponse à ma question, à ma requête simple qui était thalassémie, ben effectivement, il m'a trouvé 17 700 séquences qui effectivement correspondent à des séquences qui traitent de thalassémie. Alors, parmi ces 17 700 séquences, donc là, il vous propose, donc là, j'ai mis que le début, hein, donc des séquences qu'il vous propose. Donc là, vous avez différentes séquences, ok. Et puis, sur le côté ici, c'est les organismes les plus représentés que vous avez là. Donc, ça veut dire que parmi ces 17 700 séquences, eh ben, effectivement, vous avez les organismes les plus représentés. Alors là, effectivement, vous avez bien sûr des constructions. C'est-à-dire, effectivement, on travaille, on va mettre un promoteur qui provient d'un organisme, on va rajouter une séquence à côté, donc c'est tout ce qui est construction synthétique, hein, donc effectivement. Et puis après, si on regarde, là, vous voyez que vous avez 1350 séquences qui viennent de la souris, vous en avez 645 qui viennent de l'homme, etc., etc. Donc ça peut être une indication, parce que si effectivement ce ne sont que les séquences de l'homme qui vous intéressent, eh ben, il suffit de cliquer sur 645, et dans ces cas-là, dans la liste des séquences qui sont proposées ici, hein, vous aurez uniquement les séquences qui proviennent de Homo sapiens. D'accord ? Vous pouvez aussi lui demander de voir l'arbre. Hein. Donc là, effectivement, c'est la diapo d'après. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est toujours la même page, sauf que j'ai cliqué sur arbre, sur tri plutôt que sur la liste. Et là, effectivement, bah, vous avez les groupes taxonomiques. Et effectivement, bah, ça peut vous permettre effectivement de se dire, bah, si effectivement je m'intéresse aux oiseaux, bah, effectivement, j'irai voir les 36 séquences qui correspondent à ceux des oiseaux. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu des choses un petit peu plus précis, par exemple, je sais pas, vous voyez que vous avez des protéobactéria, les G, ça veut dire que c'est dans un arbre hein, de taxonomie, ça veut dire que ceux-là sont plus proches les unes que les autres que les actinobactéria. D'accord ? Donc ça peut vous permettre d'essayer de repérer d'un point de vue taxonomique des espèces qui sont plus proches de l'espèce, par exemple, sur laquelle vous travaillez. Alors, on va s'intéresser à une fiche de type nucléotide et voir les informations que vous allez pouvoir récupérer de cette séquence. Donc, elles sont au format, ce qu'on appelle le format GenBank, donc le format écrit par la banque NCBI. Je sais pas, quelqu'un doit peut-être avoir un micro. On a un espèce de retour. Ouais, si quelqu'un peut voir s'il a son micro d'ouvert, hein, ça fait une espèce de bruit de fond. Donc là, c'est une vue générale. Alors bien sûr, on va détailler tout ça hein, de manière un petit peu plus précise. C'était pour que vous ayez une vue d'ensemble du contenu de la fiche GenBank. Après, on va détailler chaque partie. Et puis on verra qu'effectivement, à chaque fois, il y a des en-têtes bien précis hein, qui vous permettent effectivement après de pouvoir faire ce qu'on appelle de la recherche avancée. Alors, c'est une séquence prise au hasard. Hein, peu importe, c'est une séquence d'un gène. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais voir si quelqu'un. Alors, donc on va voir en détail le contenu de cette fiche. C'est un gène d'une plante hein, qui s'appelle le théosynthe, qui est l'ancêtre sauvage du maïs. Et donc, c'est un des gènes importants dans ce qu'on appelle le syndrome de domestication des plantes, c'est-à-dire comment les premiers hommes ont domestiqué les plantes à partir des formes sauvages, quels sont des caractères qui ont été transformés par les premiers hommes pour conduire à effectivement les plantes qu'on utilise aujourd'hui. Hein, donc, c'est un des gènes qui a été modifié, enfin modifié, c'est un grand mot, hein, qui a été sélectionné
par les premiers hommes et qui conduit à une diminution du nombre de tiges de la plante, hein, qui est un des critères de domestication des plantes et principalement des céréales. Alors, la première partie de cette fiche correspond à différentes informations. Ce qu'il faut que vous notiez, c'est que, parce que je n'ai pas fait une diapo spécifique pour ça, vous voyez que chaque ligne, il y a un en-tête. Donc ça, c'est le nom du locus, ça c'est définition, hein, c'est ce que contient cette séquence. Vous avez le numéro d'accession, vous avez des mots-clés, vous avez la source, hein, l'organisme dont provient cette séquence, la taxonomie, etc. Et donc, toutes ces en-têtes ici, qui définissent votre fiche GenBank, c'est-à-dire que toutes les séquences de ce type-là, hein, au format GenBank, auront exactement ces caractéristiques-là. Et ça veut dire que ces en-têtes-là pourront être utilisées pour pouvoir faire de la recherche avancée. Pour que effectivement je suis désolée, j'ai coupé le micro à tout le monde parce que il y avait toujours un micro qui nous faisait un espèce de bruit de fond. Désolée. Donc du coup, c'est pas que je veux pas vous entendre, au contraire, mais c'est un peu gênant. Donc ces en-têtes seront importantes parce qu'on verra qu'on peut faire de la recherche avancée, c'est-à-dire qu'on peut décider de choisir un terme dans ma requête qui soit associé à un de ces types, c'est-à-dire par exemple organisme, je peux très bien choisir d'interroger que dans cette rubrique organisme, et donc par exemple de choisir le terme Zeamaïs uniquement dans cette rubrique organisme. Donc ces différents champs qui sont là seront les champs qu'on peut utiliser pour faire de la recherche avancée. D'accord? Pardon. Donc, alors, si on regarde un peu en détail, donc sur la première ligne, vous avez un numéro d'accession. Ce numéro d'accession est unique et il est indispensable à la publication d'un article scientifique. C'est-à-dire que lorsque maintenant vous voulez publier un article sur lequel vous utilisez des séquences, donc là c'est une séquence en nucléotides pour ce qui nous intéresse là dans cette banque, et ben, vous êtes obligé de demander de déposer vos séquences dans une banque, peu importe laquelle, que ce soit le NCBI, le MBL, la DDBJ, peu importe. Et c'est la banque qui va vous donner un numéro d'accession qui sera unique. Qui correspondra à votre séquence. Et ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, vous faites un article pour développer des marqueurs moléculaires, par exemple de type microsatellite. Vous allez publier un article pour dire, voilà, j'ai développé des marqueurs moléculaires pour telle espèce, etc. Vous allez écrire votre papier et vous allez citer, je ne sais pas moi, les 10 marqueurs microsatellites que vous avez développés avec leurs séquences, etc. Et ben, vous allez devoir déposer vos séquences dans une banque. Elle va vous attribuer un numéro. Ce numéro-là, c'est le numéro d'accession, FJ, etc. C'est celui que vous allez mettre dans votre article. Donc, vous allez mettre la référence, et ben, le marqueur 1, le marqueur 2, le marqueur 3, etc. Et ben, la référence de la séquence, c'est telle référence. Donc en général, si vous envoyez globalement, je ne sais pas moi, 10 séquences ou 20 séquences, en général, si c'est le même travail, vous avez des numéros d'accession en général qui se suivent pour que ce soit plus facile après pour les chercheurs qui vont travailler sur vos données de retrouver des séquences similaires. Vous avez la longueur de la séquence. Donc là, vous vous souvenez, on est dans la banque nucléotide, donc on est en paire de base, qui est notée BP. Donc c'est une séquence qui fait 2682 paires de bases. Il vous dit que c'est une séquence d'ADN linéaire. Je ne vous ai pas pris un petit exemple d'une séquence d'ARN, mais on verra que si effectivement vous avez une séquence d'ARN, toutes les séquences en nucléotides sont toujours données en ATGC. Donc même si vous aviez une séquence qui correspondrait à un ARN messager, en général, comme on fait
du séquençage, on est obligé de passer par un double brin, hein. Donc il y a une transcriptage reverse, hein, qui vous permet de faire le brin complémentaire, et ce qu'on donne dans les banques, eh ben, c'est toujours une séquence en ATGC, hein. Donc même si c'est des séquences d'ARN au départ. Vous avez, si c'est linéaire, circulaire, hein, éventuellement si vous avez, je sais pas moi, une séquence en nucléotide qui correspond à la totalité du génome chloroplastique d'une algue verte, par exemple, et ben, effectivement, ça va être circulaire, hein, si c'est la totalité de la séquence. Un titre qu'il ne faut pas négliger non plus, hein, parce que effectivement, vous avez des fois des informations dans ce titre qui vous permet d'identifier un petit peu le contenu, hein. Donc là, on en a parlé, c'est le gène TB1, donc pour le gène théosinte branch 1, hein, donc un des gènes qui vous permet de diminuer le nombre de tiges, hein, de thalles de la plante. Et puis, ce qui est important, c'est que là, on voit qu'il y a marqué partiel CDS. Donc, c'est une région codante, mais qui est partielle. Donc, ne négligez pas le titre, hein, quand même, quand vous faites une recherche de séquences dans les banques, hein, et que vous récupérez des séquences, ne négligez pas, parce qu'en général, il y a quand même des informations qui peuvent être utiles pour la compréhension de la fiche. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a bien sûr tout ce qui est données de taxonomie, donc l'espèce dans laquelle a été séquencée cette séquence, récupérer cette séquence, un peu de taxonomie, hein, donc on vous dit que c'est des eucaryotes, que c'est des plantes, etc. Et puis ça vous permet un petit peu d'avoir la taxonomie. C'est aussi important, hein, parce qu'effectivement, ça peut permettre de se dire que quand vous travaillez sur des séquences et que vous ne connaissez pas forcément parfaitement la taxonomie, ça vous permet de, plus on va vers là, plus on se rapproche, hein. Donc là, vous avez le genre, après vous avez la famille des poacées, et puis après vous avez la tribu, etc., etc. Peu importe, hein, le détail, mais ça vous permet de dire, si je travaille sur le genre Zea, je sais que dans les Tripsia-sinae, eh ben, j'aurai des espèces les plus proches possibles de mon Zea, et puis je remonte, et ben, plus j'aurai des espèces, hein, qui feront partie, par exemple, de la famille des poacées, mais plus je serai éloigné, hein, d'un point de vue évolutif de la plante qui m'intéresse au départ. Après, vous avez les références bibliographiques, hein, donc ici. Donc, dans ces références d'articles, vous avez les auteurs, ok, vous avez le titre de l'article, vous avez le journal, c'est-à-dire dans quelle revue ça a été publié. Donc, ils vous disent que c'est dans la revue qui s'appelle Genetics, le numéro 180, le volume numéro 2, ça c'est les numéros de page, et puis ça c'est l'année de publication. Donc, c'est un article qui date de 2008, qui a été publié par ces auteurs, et ces auteurs mentionnent dans leur article la référence FJ 20 11 34. D'accord? Alors, vous avez ici une deuxième référence, vous voyez, donc la référence 1, référence 2. Attention, la référence 2, en fait, quand vous regardez le journal, il n'y a pas marqué le nom du journal, hein, de la revue scientifique, mais il y a marqué Submit. Donc, c'est une soumission, c'est le moment à laquelle les gens ont fait la soumission de leur séquence, donc ce que je vous ai dit, hein, déposer les séquences avant de publier l'article. Alors, il y a un délai d'1 an entre le moment où effectivement on dépose les séquences sur la banque et le moment où c'est rendu public. Donc, ça veut dire que vous avez, entre guillemets, 1 an pour publier vos données, hein, votre article, sachant que les revues scientifiques peuvent mettre un certain temps à vous donner une réponse. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. On peut vous demander éventuellement de faire des corrections, de rajouter des manips, hein. Alors bon, bien sûr, l'article peut être refusé également, hein, bien sûr.
si c'est jugé que c'est pas forcément, soit pas parce que l'article est mauvais, hein, mais ça peut être simplement aussi parce que vous n'avez pas forcément bien choisi la revue et qu'ils pensent que ça ne relève pas de leur revue, hein. Mais effectivement, ça peut être des corrections mineures ou éventuellement des corrections un peu plus majeures, hein, qui peuvent vous être demandées et avec une resoumission du papier si effectivement on a demandé d'apporter un petit peu plus de précision sur telle partie de l'article et que effectivement si ça nécessite de refaire quelques manips, hein, au laboratoire, effectivement, ça peut prendre quand même un certain temps avant que ça soit resoumis pour avoir une acceptation finale de l'article. Donc il y a 1 an de délai, donc ça veut dire que si jamais ça traîne un peu plus longtemps que ça, eh ben, il faut penser à recontacter la banque de séquences en disant bah, attendez, mon article est toujours pas publié, donc ne mettez pas en libre accès mes séquences, puisqu'une fois qu'elles sont en libre accès sur la banque, ça veut dire que tout le monde peut les utiliser et ça veut dire que bah, quelqu'un peut très bien écrire un article entre guillemets à votre place, hein. Bon, j'exagère un peu, mais au moins utiliser vos séquences alors que vous ne les avez pas encore publiées de manière officielle. D'accord? Donc faites bien attention, il y a ici 2 références, hein, mais une, c'est bien une référence à un article parce que vous avez le titre du journal, alors le titre de la revue scientifique, et ici c'est simplement une soumission. Et donc là, si on regarde, en général, il y a la soumission, la date, et puis l'équipe. Donc là, c'est une équipe de l'INRA, de l'INRAE maintenant, donc de la ferme du Moulon à Gif-sur-Yvette, hein, donc qui travaille sur les plantes. Alors, la suite, c'est je descends hein, la fiche hein, au fur et à mesure. Hein, donc, je descends. Donc là, on a vu la première partie. Donc maintenant, on va passer à la suite, donc aux caractéristiques. Alors, ça, c'est une partie qui va être un petit peu variable selon les informations dont dispose ben, l'équipe hein, qui envoie sa séquence. Donc, ça peut être une séquence brute. Hein, vous avez fait du séquençage d'un génome, vous avez récupéré vous connaissez la longueur de la séquence, par contre, bah, vous ne savez pas exactement à quoi correspond cette séquence. Et effectivement, bah, cette partie-là, hein, cette partie de caractéristiques de la séquence va être vraiment en fonction de ce que vous connaissez de la séquence. Donc ça, c'est une partie qui va être variable, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver toujours le même genre d'informations, ça va dépendre de ce que connaît l'équipe hein, de sa séquence. Donc là, effectivement, bah, sur cette séquence, hein, bien, il y a toujours la longueur, ça c'est sûr, ça c'est fixe. Et puis, vous avez bien sûr le nom de l'organisme. Je suis désolée, on ne voit pas très bien en dessous, c'est organisme. Ça va être fixe. Et puis, bah, là, par contre, il vous dit que c'est sur le chromosome 1 du maïs. Hein, donc ça, bien sûr, c'est une information qui ne va pas être forcément disponible partout. Et puis là, on a des informations sur à quoi correspondent la séquence. Donc si on revient tout en haut, hein, qu'est-ce qu'on a vu dans le titre? Que c'était un gène hein, qui correspond à la protéine TB1. Hein, donc là, il vous dit des informations sur le gène, sur l'ARN messager et sur la région codante. Alors j'ai une diapo un petit peu plus loin ouais, qui va être là, sur laquelle je vais revenir hein, pour qu'on rappelle, parce que comme du coup vous n'avez pas eu encore le cours un peu d'Hélène sur la structure du gène, je vais vous rappeler un petit peu brièvement pour qu'on puisse s'y retrouver dans ces informations. Donc là, bien sûr, si vous ne connaissez rien du contenu de votre séquence, bien sûr, là, il y aura quasiment peu d'informations, à part la longueur de la séquence, l'organisme, des données sur le taxon, et puis après, on n'aura pas d'autres informations parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Là, effectivement, comme on sait que c'est un partiel CDS, et effectivement, on a des informations sur le gène, sur l'ARN messager, sur la région codante, et on va redéfinir tous ces caractéristiques après. Et puis, on a vu que ça codait pour une protéine. Effectivement, vous avez un lien également vers le numéro d'accession qui correspond à la séquence de la protéine correspondante. Et puis, vous avez la traduction hein, de cette séquence, puisqu'on parle de gènes, donc on a une partie de la séquence qui est traduite en acide aminé.
Donc là, c'est une partie très variable, hein, donc j'ai choisi celle-là pour qu'on puisse tirer un certain nombre d'informations, mais vous pouvez très bien regarder une séquence, vous, sur nucléotides et puis avoir quasiment aucune information, ou alors avoir encore plus d'informations. On verra un petit détail d'une autre fiche un peu plus loin. Hein, on peut avoir encore même un peu plus de précision que vous avez ici. Alors, et puis on va finir la fiche avant de passer aux caractéristiques. Je suis désolée, c'est ma souris. Donc ça, c'est la fin de la fiche. Donc entre origine et les deux slash, vous avez votre séquence en nucléotides qui est représentée 60 nucléotides par ligne, séparés tous les 10. Donc ça, c'est pour vous permettre de vous y retrouver, parce que si vous regardez juste la fiche du dessus, un petit peu au-dessus de la fiche, hein, vous avez des informations avec effectivement, par exemple, des valeurs, hein, 1678, etc. C'est pour vous permettre de vous y retrouver plus rapidement. Hein, quand c'est à ce format-là, hein, parce que si on vous dit, effectivement, j'ai par exemple ici un ATG, je tombe dessus par hasard, un ATG ici, vous allez dire, il est à quelle position? Là, c'est le 601. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez un ATG en position 608. D'accord? Donc, c'est pour quand on veut faire de la notation, quand on veut rechercher des choses bien précises pour que ce soit plus facile à rechercher. Alors, juste un petit rappel sur la structure d'un gène eucaryote. Hélène vous parlera de la structure des gènes procaryotes, hein, bien sûr. Elle vous reparlera de ça. Je pense que c'est une des diapos que j'ai prises dans son cours. Moi, j'ai besoin d'en parler un tout petit peu ici parce que si je veux essayer de vous expliquer à quoi correspondent CDS, mRNA, gènes, etc., j'ai besoin de vous donner un petit rappel. Donc, je ne vous parle que du gène eucaryote, puisque là, on est sur une fiche de Zea maïs, hein, du maïs, donc, qui est un organisme eucaryote. Alors, dans la fiche, il y a le gène, le CDS et l'ARN messager. Donc là, vous avez le gène, ici. C'est un gène qui peut être structuré, qui est morcelé, on va dire, avec des exons et des introns. OK. Lors de la transcription, vous allez avoir ce qu'on appelle un épissage et vous n'allez récupérer dans un ARN messager mature, ici, qui est noté là, que les exons. Les régions qu'on appelle les introns sont perdues, et vous n'avez dans votre ARN messager que les parties vertes qui correspondent aux exons. D'accord? Alors, on ne rentrera pas dans les détails, hein, il y a un peu aussi de l'épissage qu'on appelle alternatif, c'est-à-dire que des fois, on peut ne pas avoir exon 1, 2 et 3, mais on peut avoir que le 2 et le 3, mais ça, on ne va pas revenir, on ne va pas parler de ça ici. Hein, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est que vous ayez compris que là, ici, j'ai mon gène, OK, avec mes facteurs de transcription qui vous permettent effectivement que votre séquence soit transcrite en ARN messager. Il y a cette notion d'épissage qui est je perds les introns et je ne garde dans mon ARN messager que mes régions de type exon. D'accord? Et puis, il y a entre l'ARN messager et la région codante, ici. En fait, l'ARN messager contient ma région codante. Ma région codante, elle commence à un codon d'initiation, à un AUG, on en a parlé dans le premier cours, et se termine à un codon stop. Il y a 3 codons stop qui existent, et donc les ribosomes vont faire la traduction, donc ils vont lire votre ARN messager à partir du codon d'initiation, et il va lire de 3 en 3, d'accord, codon par codon. À chaque codon correspond un acide aminé, et donc vous allez avoir à la fin une protéine qui correspond à la traduction de mon CDS. Votre ARN messager est plus grand. Il possède 2 régions, une en amont, une en aval. Ces régions, on les appelle des UTR pour Untranslated Regions. Donc, c'est les régions qui sont
non traduite. Celle qui est en amont, bah, elle est du côté 5', hein, donc on l'appelle 5' UTR. Celle qui est du côté 3', hein, on l'appelle la 3' UTR. Donc pour untranslated region, pour les régions non traduites. OK. Donc si je reviens à ma petite diapo, dans les caractéristiques de ma séquence du gène TB1, eh ben, on a des informations sur le gène, donc la partie là-haut, OK. On a des informations sur la position de mon ARN messager, qui est ici, d'accord. Et puis, on a également une information sur le CDS. OK. Alors, maintenant, on va regarder les informations qu'on a pour ces 3 caractéristiques. Et on voit que ici, vous avez des fois des inférieurs, des fois des supérieurs. Alors, quand vous avez le début, 2 points, une valeur de fin, c'est que c'est entier. Quand vous avez quelque chose qui est inférieur avec une valeur de début, ça veut dire que, par exemple, ici, votre gène, il commence avant le premier nucléotide de ma séquence. Vous vous souvenez, il y a 2682 nucléotides. Ça veut dire que mon gène, il commence en amont. OK? Supérieur, avec une valeur de fin derrière, ça veut dire que le gène se termine après les 2682. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est 2682 paires de bases d'une portion de mon gène. Il commence avant, il termine après la séquence dont je dispose ici. D'accord? La même chose pour mon ARN messager. Il vous dit qu'il commence avant 1678. Donc, on ne l'a pas positionné. Hein, donc, c'est sûr que ce n'est pas avant le 1, hein, mais c'est avant le 1678. On ne sait pas exactement où commence l'ARN messager. Et puis, pareil, il va, par contre, plus loin que les 2682. OK. Et la même chose pour le CDS. Ça veut dire que vous n'avez pas le codon d'initiation, ni le codon stop, puisque votre CDS, il est avant 1678, l'ATG, et le codon stop, il est au-delà de la séquence dont je dispose. Donc, en fait, vous n'avez pas une précision de l'ATG du début de votre CDS. C'est pour ça, si vous vous souvenez, dans la fiche là-haut, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le titre? Partiel CDS. Donc, il vous disait tout de suite que vous avez un CDS qui est partiel. Vous n'avez qu'un morceau. Hein, donc, ce n'est pas étonnant, hein, du coup, que vous ayez des inférieurs et des supérieurs. Excusez-moi, madame. Oui. Vous pouvez juste répéter, du coup, ce que l'ARN-M, il a en moins que le gène global? Oui. Alors, votre ARN messager, d'accord? Donc, ça, c'est votre gène. OK. Votre gène, il va donc de 5' vers 3'. Il contient vos facteurs de transcription qui permettent à l'ARN polymérase de se fixer et de faire la transcription de votre brin d'ADN. Votre brin d'ADN, votre ARN, pardon, qui est issu de la transcription, va être épicé. Donc, si vous avez ce qu'on appelle un gène morcelé, avec des exons et des introns, eh ben, votre ARN subit un épissage et on perd toutes les parties qui sont introns, d'accord, les parties jaunes, et vous récupérez dans votre ARN messager uniquement les régions vertes. Mais votre ARN messager est plus grand que votre région codante. La région codante, ça va d'un ATG à un codon stop. Par contre, votre ARN messager, il a 2 régions supplémentaires. Une région qui est là, qu'on appelle la 5' UTR pour untranslated region, et puis en aval, une région qu'on appelle 3' UTR. C'est bon? Oui, merci. OK. Donc, pour revenir à ces petites rubriques début, fin, etc. Donc ça, c'est ce qui est sur la page du NCBI. Donc c'est complet, c'est-à-dire que ce que je vous ai mis là, hein, en résumé ici, si vous avez une valeur de début, 2 points, une valeur de fin, comme ici là, 687, 2 points, 3158, ça veut dire que
votre caractéristique est complète. Que ça soit le gène, l'ARN messager, le CDS, ça peut être aussi un intron, un exon. Hein, je crois que j'ai un autre exemple un petit peu plus loin. Hein, simplement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que effectivement, si vous avez une valeur numérique, 2 points, une valeur supérieure, on va dire, et bien effectivement, ça veut dire que votre caractéristique, elle va du nucléotide 687 jusqu'au nucléotide 3158 et qu'il est complet. Si il est partiel du côté 5', on mettra inférieur et une valeur ici. D'accord? Ça veut dire que votre ARN messager ou votre CDS, votre intron, peu importe, il commence avant, on ne sait pas où, ou là, effectivement, inférieur à 1, ça veut dire que effectivement, vous n'avez pas la séquence, donc effectivement, c'est forcément inférieur au nucléotide 1 de votre premier nucléotide de votre séquence. La même chose pour la fin. Hein, si on n'a pas l'extrémité, enfin la fin du côté 3', et ben là, dans ces cas-là, ça s'écrit la valeur supérieure, ça veut dire qu'on va au-delà de la valeur 5028. Et puis, il y a aussi une autre petite caractéristique qui peut être notée, qui est marquée complément. Alors ça, c'est ce qui est on va dire, le plus difficile un peu à comprendre. Hein. Quand c'est sur complément, c'est qu'en fait, sur la séquence qui est dans la banque, eh ben, votre séquence, elle est sur le brin inverse complémentaire. Alors, c'est pas le plus facile à comprendre, mais je ne sais pas si je pourrais... est-ce que je pourrais vous faire une page blanche? Pas dit que ce soit facile à vous noter ça. J'essaie de voir comment je peux vous faire un truc qui soit alors pas facile. Est-ce que je peux faire avec peut-être avec le dessiner, ça sera encore possible. Donc là, vous imaginez, vous avez une séquence, ça va pas être beau, hein, je suis désolée. Du côté 5', j'ai pas de tablette. Hein. Du côté 3', ok, vous avez une séquence d'ADN. Votre séquence d'ADN, elle est double brin. Dans vos séquences que vous avez dans les banques, vous n'avez qu'un brin. Le brin que vous avez, ça peut être soit le brin du dessus, soit le brin du dessous. Hein. On peut essayer, je ne sais pas si on peut en faire un. Peut-être que j'arrive à le faire. On va essayer de. Ça va être difficile de retracer le deuxième d'une autre couleur. OK. Donc vous avez votre ADN qui est double brin. Lorsque vous allez avoir votre ARN messager, ça va être une portion de votre séquence qui est pareil de 5' vers 3'. Et vous allez avoir dans cet ARN messager, il y a une portion pouf, qui correspond à mon CDS. Je suis désolée, hein, c'est pas évident. Hein. OK. Cette séquence d'ARN messager en noir, en fait, c'est la même séquence que cette portion-là. Pas être facile. Hein. OK. De votre OK. Donc là, le problème, si vous avez un gène morcelé, eh ben, forcément, il y a eu des introns, hein, bien sûr, que vous n'allez pas retrouver. Hein, bien sûr. Hein. Mais si c'est un gène qui est non morcelé, c'est-à-dire que vous n'avez pas des introns et des exons, ben, en fait, votre région ici correspond parfaitement à cette région-là. D'accord? Ce qui n'est pas le cas hein, dans ce que je vous ai montré précédemment, puisqu'il y avait le cas des introns et des exons. D'accord? Votre région codante, si le gène n'est pas morcelé, vous allez avoir effectivement alors on peut peut-être je peux essayer de faire quelque chose qui ne va pas être très joli. On va dire qu'il y a 2 exons. OK. Il y a un intron, on va le rajouter comme ça. C'est pas terrible hein, mon dessin. Et ça va être, on va dire, le deuxième exon. Ça va pas être terrible, mais bon.
Ça, c'est mon intron, ici, qui existe, hein, bien sûr. Je le mets juste comme ça parce que j'ai mis les petits pointillés pour que vous essayiez de vous y retrouver. Ça veut dire que votre région codante, ici, vous avez un AUG. OK. Ça veut dire que sur votre brin d'ADN ici, vous avez un ATG ici. Puisque lors de la transcription, le brin qui a servi de matrice, c'est ce brin-là. D'accord? Donc, votre ARN messager, c'est le brin inverse complémentaire du brin bleu. D'accord? Avec, bien sûr, la perte de cette région-là, hein, que j'ai notée là, hein, qui correspond à mon intron. Dans le cas où, effectivement, on a un gène morcelé pour que vous arriviez à vous y retrouver un petit peu. Et puis ici, à la fin, vous avez un codon stop. Ici. Par exemple, ici, vous avez un TGA. Donc ici, vous avez un UGA. Pas facile. Désolé. OK. Si tout va bien, les informations que vous avez, qu'on a regardées, elles correspondent à mon brin rouge. Et il me dit, effectivement, mon CDS, il commence avant, on va dire que effectivement, la séquence que j'ai, c'est qu'une petite portion, hein, de mon CDS, ça on le sait, hein, c'est qu'une petite portion. Et il vous dit, imaginons, je pense que je vais vous mettre plus, ça va être plus confus qu'autre chose, j'ai l'impression, mon histoire. Ma petite séquence que j'ai regardée, là, de TB1, on va dire que c'est un petit bouquet là, hein, puisque c'est un partiel CDS, donc je n'avais qu'un petit bout. Donc il vous dit, effectivement, l'AUG, le début du CDS, il est avant, hein, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas, d'accord? Quand c'est sur le complément, donc normalement, si tout va bien, vous allez retrouver sur votre brin rouge, hein, qui est la séquence que vous avez dans la banque, et vous allez retrouver normalement, si jamais votre séquence est complète, hein, donc on n'a pas ça, hein, que j'ai pas ce que j'ai là, mais que j'aurai effectivement des informations parfaitement complètes sur ma séquence, et effectivement, je retrouverai que j'ai un ATG ici, qui correspondra au début de ma région codante. Et quelque part ici, j'ai aussi un TGA qui va correspondre à mon codon stop. D'accord? Mais imaginez que dans la banque, au lieu d'avoir la séquence rouge, j'ai la séquence bleue. Puisque lorsque vous faites du séquençage, vous envoyez une séquence qui est en fait une séquence simple brin. Vous ne savez pas si vous avez envoyé un brin rouge ou un brin bleu. Hein. Donc, si c'est une séquence que vous ne connaissez pas forcément, on ne sait pas si ce que vous avez envoyé, c'est le brin rouge ou le brin bleu. Si jamais c'est un brin bleu, effectivement, dans ces cas-là, l'information que vous allez avoir dans votre rubrique, dans les caractéristiques de vos séquences, c'est qu'il va y avoir marqué complément. Il va vous dire que, en fait, la séquence que vous avez, vous, c'est ce brin-là, mais en fait, votre gène, par exemple, ou votre CDRS, il est sur l'autre brin. Il est dans ce sens-là. D'accord? Alors que vous, vous avez donné ce brin-là. D'accord? Donc, dans ces cas-là, il vous donne les informations en disant, effectivement, sur cette séquence, j'ai un codon d'initiation qui sera sur le brin inverse complémentaire, par exemple ici, et puis j'ai effectivement une position de mon codon stop qui se trouve à cet endroit-là. Je ne sais pas si je ne vous ai pas mis plus en erreur qu'autre chose. Donc, si vous avez le brin rouge, OK, effectivement, les informations, elles vont être indiquées comme ce qu'on a vu précédemment. Si je reviens à mon petit... Ah, c'est super, OK.
Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Si je reviens à cette information ici, complément, d'accord? Imaginez que vous avez ce qui est noté ici. Complément, entre parenthèses, 3300, 2.4037. Madame, on voit plus rien. Ah, vous voyez plus rien. C'est bizarre, cette histoire. Ah oui, j'ai plus mon encadré vert. Comment ça se fait, cette histoire?